BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Suite du face-à-face avec Pascal Auclair pour la Française AM et Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. On a beaucoup parlé du potentiel des actions, des marchés compte tenu de l'élection de Donald Trump et particulièrement à Wall Street et puis l'Europe dans tout ça. Pascal, on a eu des indicateurs PMI en début de semaine encore encourageants. Hein, ça continue, la croissance semble vouloir tenir. Est-ce que pour vous c'est durable? Est-ce que 2017 sera une année rassurante aussi sur le front de la reprise européenne? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce phénomène de bonne dynamique macro, il est mondial. Alors, il faut raison garder, on projette un 3, 1,5 de croissance l'année prochaine en Europe. Donc voilà, on est quand même sur des standards de niveau de croissance qui sont des standards, on va dire, modérés. Hein. Et si on agrège l'ensemble de la croissance américaine, de la croissance européenne, de la croissance japonaise, qui va plutôt aussi vers quelque chose de plus positif, et de la croissance chinoise, dont on sait qu'elle nous a beaucoup inquiétés, et il semble que ça aille mieux, on est sur quelque chose qui est légèrement au-dessus de 3% l'année prochaine. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'explosif. Hein. Sauf que la croissance européenne entre 1,3 et 1,5 l'an prochain, est-ce qu'elle va tenir compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, par exemple, sur le marché obligataire? Est-ce que ça risque pas de la rogner, cette faible croissance européenne? Alors il y a un point qu'il faut signaler quand même, c'est que l'Europe a largement amorti le choc de taux d'intérêt qu'on a vu aux États-Unis. Hein. Le choc de taux d'intérêt, c'est entre 50 et 60 centimes selon les échéances aux États-Unis. On reste à 0,25 sur le Bund ce matin. C'est pas ça qui va permettre d'augmenter le rendement des contrats en euros dont on parlait tout à l'heure. Et si les primes se sont légèrement écartées à l'intérieur de la zone euro, on a une dégradation relative de la France, qu'il faut signaler, de l'Italie surtout à la veille du référendum italien. On a quand même un socle corps qui reste très très bas, 0,75 sur la France, 0,25. Donc c'est pas non plus l'envolée. Hein. Mais c'est vrai que Thibaut. Il faut être très clair. Qu'est-ce que c'est que la croissance? La croissance, c'est l'évolution du PIB, c'est-à-dire de la production du pays. Donc pour que la hausse des taux ait un impact sur la croissance, ça veut dire qu'il faut que la hausse des taux pousse certains investisseurs à moins produire. Honnêtement, en passant de moins 0,10 à 0,20, si vous voyez une société vous dire « Ah là, maintenant je vais emprunter à 0,60 au lieu d'emprunter à 0,40, je vais arrêter de produire », c'est de la fantasmagorie. Donc, si un jour les taux redépassent les 2... Mais c'est une question de rythme. C'est une question de rythme. Ils ont été multipliés, là, les taux français en quelques jours. Les taux allemands étaient multipliés aussi en quelques jours. Ça intéresse personne. C'est rigolo pour nous sur les marchés parce qu'on voit une hausse dans la journée de 40% du taux allemand. La réalité, c'est que pour une société qui a besoin d'investir, qui a besoin d'emprunter, qui a emprunté pendant des années à 5 ou 6 de taux, que ça passe à 0,30 ou à 0,40 ou à 0,60 sur 3 ans, c'est un non-sujet total. Donc on est pas du tout dans des niveaux qui peuvent inquiéter. Si on avait un choc en Italie, des taux qui montent beaucoup, là on peut avoir un impact confiance qui va jouer sur la consommation. Ouais. Mais par contre, à ce stade-là, anticiper un mouvement des taux avec un lien avec la croissance du PIB, je crois qu'on est très très loin de pouvoir trouver des éléments tangibles. Alors justement, l'Italie, est-ce que c'est le domino systémique là qui pourrait tout faire flancher dans les scénarios que vous avez décrits l'un et l'autre? Dans 9 jours, ce référendum, le non l'emporte toujours là dans les sondages. Est-ce que c'est un risque important? C'est déjà bien dans les prix, hein. C'est déjà pricé. Totalement, on n'en sait rien. Je reviens à la notion d'humilité qui doit nous habiter parce que on a tous fait des stress tests sur Donald Trump et on a tous prévu moins 10% sur la bourse américaine et on s'est bien trompé. Ce que va produire le résultat du référendum italien, on n'en sait rien du tout. Donc c'est très compliqué. 1, d'anticiper les échéances électorales. 2, d'anticiper les impacts sur les marchés des échéances électorales. On a la double peine. Hein. C'est vraiment très compliqué de faire les deux. Donc ce que va produire le référendum italien me semble assez largement dans les prix aujourd'hui, partant du principe qu'on est ce matin à 2,15, je crois, sur le taux italien, une extension très forte. C'est un plus haut de plusieurs années. Hein. C'est une extension très forte de la prime de risque italienne. Ce qui ferait plus davantage réagir les marchés, ce serait la décision politique de Matteo Renzi de rester ou ne pas rester, annoncer des législatives anticipées ou pas, sachant qu'on connaît la popularité du mouvement 5 étoiles qui souhaite faire sortir l'Italie de la zone euro. Il est plus là l'enjeu. Il me semble que le scénario stress au carré, c'est en effet un non au référendum suivi d'une remise en question politique complète en Italie. Après, encore une fois, humilité par rapport à la réaction de marché par rapport à tout ça. Et il est vrai que l'enjeu italien est très fort puisque la dette italienne est une des plus importantes en zone euro. Après, un scénario d'éclatement de la zone euro est évidemment un scénario qui est stressant, mais là aussi, à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'ensemble de la sphère financière. Pas uniquement pour l'Europe. Thibaut, l'Italie. Non, mais je pense que voilà, effectivement, si on considère que les instituts de sondage ont raison, ce qui est un gros si on considère ensuite que le référendum va être perdu, puis que Matteo Renzi va démissionner alors que les sondages donneraient le moins 5 étoiles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, gagnant les élections, c'est beaucoup de si.
ça serait pas terrible. On en est vraiment pas là. Donc pour l'instant, on voit plutôt des papiers sortir en disant on a pricé beaucoup de choses qui vont pas forcément se produire, il y a plutôt une opportunité sur l'Italie. Bon, c'est pas forcément mon sujet parce que je pense que malgré tout, pour essayer de gratter 20 ou 30 centimes sur les taux italiens, c'est pas vraiment dans nos considérations du moment, mais ça me paraît un scénario qui est déjà surestimé. Ce qu'on peut tirer comme conséquence ces dernières années, c'est quand même que le risque politique et son impact sur les marchés est systématiquement, drastiquement surestimé. Donc, bon. Oui. Donc il y a plus de chances de voir un soulagement de marché après ce référendum qu'un risque de voir le marché décrocher parce que beaucoup de choses sont pricées. C'est ce que vous nous dites l'un et l'autre. Beaucoup de choses, y compris des choses peu probables. Il me semble. Bon. Alors, quelle allocation, du coup, compte tenu de ce contexte-là qu'on est en train de décrire? Il y aura aussi la présidentielle en France en 2017. Quelle allocation? Est-ce qu'on privilégie l'Europe? Est-ce qu'on se renforce sur les émergents? Vous nous disiez, Pascal, tout à l'heure que la décollecte sur les émergents, là, était peut-être exagérée. Alors, moi, je regarde juste les volumes, qui sont les volumes sur les fonds. Vous avez 30 milliards qui sont rentrés sur les actions en une semaine. Vous avez 20 milliards qui sont sortis sur les taux en une semaine. Un truc intéressant d'ailleurs, c'est que sur les 30 milliards d'actions qui sont donc rentrées en flux, c'est pratiquement que de la gestion passive. Donc ça montre bien que les allocataires d'actifs aujourd'hui ont opéré un shift très important vers les actions. Et en gestion passive, c'est pratiquement que des actions US. Il y a bien légèrement négatif sur l'Europe et je crois 5 milliards de sorties sur les émergents. C'est ça les grandes masses. Donc plus 30 milliards sur les actions US, moins 5 milliards sur les actions émergentes et flat négatif sur l'Europe. Le tout sortant de 20 milliards de taux. Et donc notre sujet aujourd'hui pour 2017, c'est est-ce qu'on rentre en 2017 dans un monde de plus de croissance sur lequel les entreprises sont capables d'avoir des dynamiques bénéficiaires qui sont plus porteuses qu'elles ne l'ont été toute l'année? On a eu raison d'être prudent en equity cette année. Objectivement, les bourses ont pas fait grand-chose et les dynamiques bénéficiaires n'étaient pas là. C'était vraiment ça le raisonnement et c'était le bon raisonnement. Est-ce que l'année prochaine on inverse ça? Est-ce qu'on peut par exemple faire confiance aux prévisions des analystes qui aujourd'hui tablent sur 11 à 13% de progression bénéficiaire l'année prochaine dans les principales zones, y compris les zones émergentes, y compris le Japon? Ça c'est vraiment une question qui est très importante et qui est liée non pas à l'élection de M. Trump mais vraiment aux dynamiques macro qui sont en jeu. Et parallèlement à tout ça, est-ce qu'on rentre dans un monde de normalisation obligataire sur toutes les zones, avec un mouvement qui est largement amorcé aux US, un enclenchement qui se fait sur l'Europe et sur le Japon? Donc là, il y a des sujets qu'il faut mettre sur la table. C'est le positionnement relatif des banques centrales. On a une Fed qui, de mon point de vue, l'année prochaine va accélérer sa normalisation, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines on était à une hausse de taux cette année, une hausse de taux l'année prochaine, on va aller beaucoup plus vite que ça. Est-ce que la BOJ et la BCE vont suivre? Je ne pense pas. That is the question. Alors c'est une très bonne question. Ouais. Je pense qu'on a une année avec beaucoup de manque de visibilité, avec des événements très contraires, et où les stratégies small mid cap, qui sont une bonne partie de nos portefeuilles, ont très bien fonctionné avec des performances très élevées. On va rester principalement sur cette philosophie avec l'idée de garder des positions de long terme parce qu'on n'a pas une compréhension hyper claire des risques de court terme qui sont très incertains. Et une fois que ces risques se matérialisent, on ne sait même pas forcément prévoir ce que les marchés vont faire. Donc une vision plutôt prudente, une vision par contre clairement prudente sur les taux parce qu'ils sont très bas, parce qu'il n'y a plus grand chose à gagner et que la situation est relativement asymétrique. Voilà notre fonctionnement qui est assez simple, prudence surtout sur la partie obligataire et restons sur des convictions de long terme. C'est là qu'on est sûr de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas taper ce qu'on appelle dans les marchés les portes de saloon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face. Donc Pascal Auclair pour la Française AM et Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. Dans un instant, on va jeter un œil aussi sur le reste de l'actualité et sur les marchés, bien évidemment, des marchés qui tentent de se maintenir en territoire positif. On gagne 0,12% sur le CAC, 4547 points. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement.